9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtres liés au narcotrafic ont été recensés selon la police. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. Il y a des possibilités de faire intervenir l'armée. Les Français pensent à faire appel à l'armée pour intervenir dans les quartiers difficiles. Le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Ce terme de mexicanisation qui est apparu ces derniers mois en France pour symboliser la lutte contre les narcotrafiquants de plus en plus présents, avec une puissance financière en fait à tous les niveaux. Nous en parlons avec Gérald Pandelon qui est avocat. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit La France des caïds. Pourquoi vous avez écrit ça? Parce que vous avez fréquenté ces caïds. Vous les fréquentez un petit peu moins maintenant, mais vous les avez bien fréquentés pendant une trentaine d'années, une vingtaine, une trentaine d'années. Une quinzaine d'années, bon, n'exagérons pas, bien sûr, en défendant ces trafiquants. Hein, vous le racontez très bien dans ce livre, comment vous en êtes venu à les rencontrer. Notamment, vous avez été, puisque vous avez eu un parcours en fait assez personnel, assez en fait difficile, votre enfance, etc. Et il y a quelqu'un qui vous a pris sous son aile, c'était quelqu'un du milieu. Hein, c'est ça en quelque sorte. Je résume. Oui, enfin, ça s'est passé d'une façon beaucoup plus, je dirais, indirecte, mais c'est une personne qui avait tendance à discuter avec moi, que sais-je, jouer aux cartes. Ouais. Et puis du côté dans le Var, hein, du côté dans de le Var. Oui. Ouais. Et puis complètement à mon insu, puisque moi je pouvais pas penser une fraction de seconde à l'âge de 15-16 ans qu'il s'agissait d'un parrain de la mafia corso marseillaise, mais qui avait également des accointances avec le milieu parisien. Hein, Bon, c'est ensuite que j'ai saisi, entre le fait que la personne me disait surtout, je sais que tu veux faire Sciences Po, j'ai fait Sciences Po, mais surtout ne fais pas l'ENA parce qu'on a besoin de gens cas comme toi. pénalistes. Voilà. Alors bon, je pensais pas que ça s'adressait à moi directement, mais enfin bon, j'ai compris plus tard. Voilà, c'est ça. Et puis c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé à défendre, parce que c'est bien le cas des trafiquants, des caïds, quoi. Hein? Oui. Ben, en fait, ma spécialité dans le pénal, hein, au sens générique du terme, c'était pas gagné d'avance, puisque au départ, moi, je sortais de Sciences Po, j'avais fait une thèse en droit public, sciences politiques. Je pensais voir affluer vers mon cabinet des personnes en délicatesse avec la justice administrative, que sais-je, des hauts fonctionnaires, des personnes qui avaient des problèmes en contentieux de l'urbanisme, etc. Et puis un jour est rentrée dans mon cabinet une personne dont je savais pas du tout qui elle était, puisque moi c'était pas du tout mon personnel, pas du tout ma clientèle, et elle m'a demandé de m'occuper d'un dossier. D'ailleurs, j'avais pas bien compris, et puis ça a marché, et puis mon cabinet, d'une certaine manière, n'a pas désempli. Voilà, et c'est comme ça que progressivement vous avez découvert un peu tout ce milieu qui tourne autour des narcotrafiquants. Oui. Parce que c'est ce que vous racontez dans votre livre aussi, et notamment dans l'introduction, le narcotrafic. Aujourd'hui est devenu incontournable dans beaucoup de quartiers, et il a pris une puissance phénoménale, quoi. Il crée du lien social et il organise la vie de certains quartiers. Hein, oui, il y a beaucoup d'éléments caractéristiques du narcobanditisme. Aujourd'hui, avant, on pouvait considérer que les trafics se situaient uniquement dans les cités. Alors, bon, c'était éloigné du centre-ville, bon. Considérer que pour acheter la paix sociale, il était urgent de ne rien faire, hein, sans ironie de ma part, mais surtout ne pas intervenir pour ne pas juguler. C'est ce que faisaient les politiques, ils fermaient les yeux. Pas tous, mais certains, beaucoup. Bon, écoute, on veut plus d'incivilité. En revanche, vous essayez de plus envoyer la BAC dans un certain nombre de quartiers, mais pas exclusivement à Marseille. On parle toujours de Marseille, mais vous aurez constaté que ça se passe partout. Outre le fait que les mêmes phénomènes que l'on connaissait dans les cités, aujourd'hui, se sont déplacés vers les zones rurales. Oui.
Alors que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le narco-banditisme, c'est un phénomène national. Ouais. C'est plus du tout un phénomène local. Hein, il y a plus, je dirais, outre le fait qu'il y a également un phénomène de gentrification. Gentrification, c'est-à-dire que d'embourgeoisement. Ouais. C'est-à-dire que, oui, je souscris pleinement à l'analyse de notre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, ouais. Qui est un bon ministre, hein, qui a subi, lui, une conversion, je dirais, au réalisme, n'est-ce pas, ouais. Ce qui n'était pas souvent le cas auparavant. Oui, il y a une sud-américanisation, une mexicanisation, appelez-le comme vous voulez, mais tous les éléments constitutifs de cette sud-américanisation sont présents. Pouvoir financier, ouais. Une forme de cartel qu'on accepte ou le déplore. Lorsque vous allez dans les quartiers nord, ouais. Ça ressemble ce sont des cartels. Enfin, un phénomène de gentrification, c'est-à-dire d'embourgeoisement, de rapprochement avec les édiles pour qu'il y ait des cotes mal taillées, enfin des compromis certes boiteux, mais enfin des compromis quand même, système de troc, d'échange. Tu ne viens pas nous gêner dans nos trafics. Et nous, c'est nous qui nous occupons de la sécurité de la ville. Oui. Pour qu'il n'y ait pas ceux qui empoisonnent au quotidien la vie des habitants, les incivilités. On a d'ailleurs beaucoup dit au moment des révoltes, des émeutes liées à Naël, vous vous souvenez, oui. Que c'était un peu les trafiquants qui avaient dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, probablement un peu exagéré, parce qu'il y a eu aussi des comparutions immédiates de certains jeunes, et donc ils se sont dit, oh bah oui, on peut terminer en prison, mais que ce sont aussi les trafiquants qui ont dit, stop, vous rentrez chez vous, là, les émeutiers, parce que vous perturbez nos trafics. Oui, les comparutions, alors oui, c'est vrai. Comparutions immédiates, il y en a eu très peu par rapport au nombre d'incivilités que l'on a pu enregistrer, constater, et oui, ce sont des parrains de cité qui ont donné l'ordre de rentrer à la maison, quoi. Malgré, vous l'aurez constaté, le déploiement de forces de l'ordre considérable dans le cadre de ce type d'affaires, mais également dans une autre affaire. Oui. Regardez ce qui s'est produit dans le cas des manifestations des Gilets jaunes. Oui. À un moment donné, pourtant, c'était pas du tout le même, je dirais, personnel à qui on avait affaire. Des personnes qui estimaient, à tort ou à raison, je pense à raison, qu'il y avait un peu trop de réglementation, de taxes, etc. Mais ce sont des personnes, je dirais, appartenant à une économie informelle qui ont remis un certain nombre de personnes au bercail. Oui, c'est ça. Mais vous dites que, en somme, grosso modo, avec toute cette économie, bien sûr, parallèle, les narco-bandits sont plus puissants aujourd'hui que les forces de l'ordre. Je le crois. Non, mais attendez, mais c'est très inquiétant quand même. Écoutez, encore une fois, je ne prétends pas détenir pour ma part la vérité. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai pu constater. Je ne prétends pas détenir la vérité. Non. En revanche, oui, je crois que les narco-bandits sont aujourd'hui plus puissants que nos forces de l'ordre, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de textes qui permettraient que soit jugulé un certain nombre de ces trafics, ou du moins considérablement, je dirais, gênés, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Le grand débat aujourd'hui, c'est de savoir si on pourrait associer à la police les forces armées. Mais c'est prévu dans des textes, et des textes qui ne sont pas attentatoires à nos libertés de façon absolue. On serait très loin quand même des régimes totalitaires. L'état d'urgence. Ouais. L'état d'urgence, c'est tout simplement l'état d'urgence, mais également l'état de siège. Ouais. Mais le patron de la gendarmerie, là, ces derniers jours, c'est apparu en fait dans la presse, a annoncé la création d'une unité nationale de police judiciaire pour lutter justement contre l'ensemble de ces trafiquants, narcotrafiquants, contre de la criminalité organisée, parce qu'il prévient qu'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette annonce ? Ce que j'ai pu en comprendre, c'est une attaque contre les fondements même de l'État.
de la nation, sanctuaire national, il y a nation, c'est une attaque plus généralisée. L'idée, c'est de considérer que dans une vingtaine d'années, ce qui se produit à Mayotte pourrait se produire sur le territoire métropolitain et que par conséquent, il y a une menace réelle, concrète, et qui n'est plus circonscrite au sein de territoires bien déterminés, mais qui devient une menace nationale. Une menace nationale. Allez, on continue d'en parler avec vous, Gérald Pendon, la France des caïds, avec toutes ces interrogations donc, que vous soulevez, et peut-être des pistes, puisque vous avez été au plus près de ces narcotrafiquants, de certains. On va peut-être d'ailleurs les définir aussi, parce qu'il y a eu une évolution au fil des années, avec les profils. C'est ce que l'on va voir avec vous dans un instant. Et si vous voulez poser vos questions, réagir, n'hésitez pas, 0826 300 300. Pourquoi les politiques ont accepté, par exemple, l'emprise des mafias sur nos cités? Posez vos questions et nous vous répondrons dans La Vérité en face jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour de ces narcotrafiquants, et est-ce qu'il faut redouter un conflit entre armée et narcotrafiquants? Vous avez bien entendu la question, elle est assez provocatrice, mais elle ne sort pas de nulle part, parce qu'il y a eu cette lettre interne d'un général de gendarmerie qui a annoncé la création de l'unité nationale de police judiciaire, qui évoque l'hypothèse d'un engagement majeur des effectifs militaires pour cela face aux narcotrafiquants. Et c'est ce que vous écrivez, Gérald Pendon, dans votre livre La France des caïds, qui était aux éditions Max Milo. On l'a défini tout à l'heure, vous avez travaillé avec beaucoup de caïds, vous êtes un petit peu retiré, mais vous avez encore évidemment beaucoup de connaissances. Et d'ailleurs, vous posez un certain nombre de questions en fait dans votre livre. Comment les caïds aide les entrepreneurs, les médecins, l'union des mafias et des administrations, carrément, on en est là. Aujourd'hui, évidemment, il y a toutes ces relations qui existent, qui se sont mises en place au fil des années. Oui, ce sont des relations qui sont fortement imbriquées. C'est un système de potelage, un don contre don, un accord, un compromis qui est passé. Alors bien évidemment, ce n'est pas un compromis écrit. Il n'y a pas de convention écrite, c'est tacite. Bah oui, entre des mafias et des administrations. Comment, par exemple, concrètement? Concrètement, prenons l'exemple de mairie. À la tête de la mairie, comme vous le savez, il y a le maire. Le maire, son souci quotidien, c'est d'être réélu, parce que c'est pas l'élection, mais c'est la réélection qui va conférer une véritable légitimité à l'édile local, au maire local. Bon, pour être réélu, c'est très simple, il a besoin des voix des cités. Du moins pour ceux qui votent. Il a besoin des voix des cités. Bon, pour qu'il ait besoin des voix des cités, eh bien, gentiment, délicatement, c'est jamais le caïd qui va rencontrer, mais il y a un certain nombre d'émissaires qui ressemblent bien souvent à des agents immobiliers, et qui vont rencontrer, peut-être pas directement le maire, mais l'entourage du maire, dire, écoute, il faudrait que la BAC puisse se montrer un peu plus timide, un peu plus absente. De certains quartiers, quoi. Mais la police, elle ne cède pas quand même, si? Elle cède pas. Tout dépend des instructions que l'on peut lui donner. Je suis, pour ma part, pas dans le secret des dieux. Je me suis uniquement cantonné à ce que j'ai pu observer. Lorsque dans un certain nombre de quartiers, vous avez des policiers qui voient à 15 mètres d'eux se répandre un trafic et qui n'interviennent pas. Il y a eu les opérations Place Nette quand même, là, non? Enfin, les Place Nette, c'est du pipeau? C'est du pipeau. Écoutez, Place Nette, je dis pas que les intentions n'étaient pas louables, celles de M. Darmanin, en l'occurrence, mais force est d'admettre qu'on l'accepte ou le déplore, force est d'admettre que c'était un échec cuisant, puisqu'il n'y a jamais eu autant de développement du narcobanditisme, de vente de cannabis, qu'aujourd'hui on est à 6 milliards entre guillemets de chiffre d'affaires. En 2020, lorsque j'ai écrit La France des caïds, nous étions à 3,2 milliards. Nous sommes à 6 milliards. Place Nette, je ne dis pas que les intentions n'étaient pas louables, qu'ils ne voulaient pas
d'une façon parfaitement de bonne foi, juguler, assécher partiellement ou totalement les trafics, mais il faut se rendre à l'évidence, ça a échoué. Alors, et les caïds, qui sont-ils en fait aujourd'hui? Les parrains de cité, mais pas uniquement les parrains de cité, ce sont bien souvent, il y a une forme de hiérarchie. Alors, il y a... Vous connaissez, vous avez tous vu le film Bac Nord de Cédric Jimenez. C'est assez bien montré. Il y a une hiérarchie qui va du chouf, qui gagne à peu près entre 60 et 150 euros par jour, jusqu'au, je dirais, parrain de la tour, puis le parrain au-dessus de la cité. Mais tout cela est parfaitement bien structuré, hiérarchisé. Le parrain de la cité n'habite jamais d'ailleurs dans la cité. Il habite dans le 16e arrondissement à Paris, dans des beaux quartiers. Dubaï, ou à Dubaï. On dit en fait que certains sont à l'étranger. En fait, tout est géré à distance avec les hommes de main qui sont dans les cités. Oui. Et aujourd'hui, quand il y a des guerres de territoire, ça existe véritablement. On se souvient du côté de Dijon, par exemple, il y avait entre des Tchétchènes et des Maghrébins il y a eu des échauffourées, des incidents, il y a des règlements de compte. C'est une guerre des territoires, quoi. Oui, en fait, alors là, la religion n'est plus le critère, puisque les Tchétchènes sont majoritairement musulmans aussi. Donc c'est une guerre uniquement pour le contrôle d'un espace, un territoire gangréné par le trafic. Et ce que vous disiez en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est plus limité à des grandes villes. On parle souvent de façon caricaturale de Marseille, mais aujourd'hui c'est un petit peu partout, quoi. C'est partout, dans tous les territoires, dans tous les villages. Enfin, la plupart des villages sont touchés de près ou de loin, pas uniquement à Crépol ou ailleurs, mais un peu partout, parce que encore une fois, et conformément à ce que disait le gendarme, le patron de la gendarmerie, c'est le sanctuaire national qui est attaqué. Ouais. Et sanctuaire national dit pas uniquement, vous savez, les cités qui sont situées, je dirais même sociologiquement, sur les hauteurs. Il y a une forme de hiérarchie sociale de l'organisation spatiale, d'une certaine manière, concernant les cités. Non, c'est disséminé sur tous les territoires. Je rajoute un autre point, c'est que tous les caïds qui investissent les cités, aujourd'hui, se connaissent. On va pas rentrer dans le détail des équipes à tiroirs, etc. Mais il y a une forme de Facebook du crime. Ce qui se passe à Lyon est parfaitement connu de ce qui se passe à Lille ou à Paris ou à Marseille, dans le Var, partout dans l'ouest de la France, à Rennes, à Nantes, mais également dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Tout se sait, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Ce qui signifie que ça accroît d'une certaine manière l'efficacité. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi cette lettre interne du général de la gendarmerie qui préfigure peut-être des opérations de plus grande ampleur avec une volonté réelle des ministres, Retailleau et Darmanin, de mener des actions contre ces narcotrafiquants, et eux ont peur peut-être de perdre en fait du pouvoir, les narcotrafiquants, et donc se préparent à défendre coûte que coûte leur territoire. Vous pensez qu'on en est là aujourd'hui ou pas ? En tout cas, ce que je constate, c'est que le régalien s'est un tout petit peu musclé. Ouais. Avec Darmanin à la justice et M. Retailleau à l'intérieur, force est d'admettre que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une conversion de l'idéal à la réalité. Ils ont pleinement pris la mesure, conscience du phénomène et de son ampleur. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? On parle éventuellement de faire appel à l'armée pour venir aider la police. On pense à venir faire intervenir l'armée pour accroître la protection des citoyens. Sauf que l'armée, elle n'est pas véritablement formée pour ça, si ?
Mais aujourd'hui. regardez ce que dit l'état de siège, par exemple. Oui. C'est dans la Constitution, c'est l'article 36 de la Constitution. L'état de siège prévoit que lorsqu'il y a un péril imminent, certes sous le contrôle du Parlement, puisque la prorogation peut se faire que pour 12 jours, c'est ce que dit le texte, eh bien des moyens, je dirais, un peu plus, ambitieux, musclés, puissent être mis en œuvre, certes sur une courte durée, pour que ce ne soit pas attentatoire aux libertés publiques, pour qu'on ne considère pas que la France a versé dans un régime militaire, parce que c'est encore les civils. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Gérald Pandelon. Je rappelle que vous êtes avocat, vous avez travaillé avec, vous avez défendu beaucoup de caïds, vous avez été pris dans cet engrenage, vous avez pris vos distances depuis. La France des caïds, c'est aux éditions Max Milos, c'est votre dernier livre, et je sais que vous en avez un autre en préparation, on en reparlera évidemment, parce qu'on vous invitera de nouveau sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Ganzmann. Les débats, bien sûr, de Valérie tout à l'heure, mettez-vous d'accord, avec André Berkoff, et Gilles et Valérie qui vont recevoir la journaliste de Capital, consacrée au coût de la santé en France.